Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bon matin tout le monde, c'est Danny de la chaîne des Deux Pions et aujourd'hui je vous présente le jeu Goblivion. Goblivion est un jeu solo ou coopératif à 2 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes, illustré et conçu par Jean-François Gauthier, c'est un produit du Québec, et distribué par la compagnie Goblivion Games. Le but dans Goblivion est de défendre son château contre des ordres de trolls et de gobelins qui vont sans cesse venir au bord de votre château vous attaquer. Jusqu'à la fin de la partie, vous allez avoir l'opportunité de combattre 3, 4 ou 5 boss pour savoir si vous seriez victorieux ou si votre château va s'effondrer vous emmenant vers une cuisante défaite. Je vous explique donc les règles de Goblivion. Donc, je vous explique les règles de Goblivion. Pour commencer, on va vous expliquer le matériel, ensuite l'installation et après les étapes à suivre pour jouer la partie. Premièrement, le jeu a la particularité de venir dans 2 langues, soit le français et l'anglais. Comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà sorti les cartes des boss, des rois-reines et les cartes du jeu, mais j'ai littéralement ici les mêmes choses, le même paquet avec les rois, avec les boss et ils sont tous en anglais. Donc, vous pouvez décider de jouer en français ou en anglais. Vous allez placer vers le haut de la table le plateau ennemi et à votre côté, le plateau joueur. Juste en haut du plateau joueur, vous pouvez voir qu'il y a un emplacement pour un garde du corps ainsi que le roi ou la reine. Donc, il y a des cartes ici qui ont des couronnes sur le sommet. Il y en a 7. Vous devez commencer la partie en sélectionnant un des rois ou reines. Donc, on a Bella l'érudite, Jade l'impitoyable, Margot la douce, Brad l'ingénieux, Gonzo la lune, Loco la brute et finalement Yolo le tacticien. Si vous remarquez, sur chacune des cartes, vous pouvez voir une valeur en haut à gauche entre 16 et 21 points de survie. Ce sont ça les points de survie des jetons de valeur 1 et 3 que vous allez mettre ici dans l'emplacement de votre plateau de joueurs. Donc en fonction du roi que vous allez choisir, ici on va prendre Yolo l'ingénieur. On place notre roi juste ici en haut de notre plateau. On va prendre les jetons survie nécessaires. Donc 17 jetons survie pour ce roi. Ici, Yolo le tacticien désire avoir un bourreau. Donc on peut mettre une carte bourreau dans son emplacement de garde du corps. Si vous regardez le paquet de cartes, vous pouvez rapidement diviser les cartes. Il y a 3 types de cartes. Les cartes noires qui ont 2 côtés de la carte, vous allez les brasser et sélectionner 20 cartes. Si toutefois vous jouez une partie coopérative à 2, vous allez prendre les 40 cartes. Les 20 cartes vont aller ici sur la phase château et on voit qu'il y a des informations. Les informations qui sont marquées là, l'ennemi avance ou pendant un combat contre un boss, vous perdez 2 jetons survie quand le château est vide. Pour commencer la partie, on va mettre les 20 cartes sur le château. Donc, quand on n'aura plus de cartes dans notre paquet, on va devoir appliquer ce qui va être inscrit sur le plateau. Ensuite, on va prendre les cartes dorées qui vont être littéralement notre marché de cartes à acheter. Et on les place le long du plateau pour se faire un marché d'achat. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait un marché avec les 12 types de cartes. On a le bourreau, le bâtisseur, l'archer, le prêtre, le forgeron, le bro, le champion, la catapulte et le protecteur mécanique, et finalement le soldat, le fou de guerre et le chevalier. Si vous remarquez, on voit des valeurs de combat en haut à gauche de chacune des cartes, mais en haut à droite, on voit des icônes. La majorité sont des humains, sauf la catapulte et le protecteur mécanique qui sont des items et non des personnages. Je vais y revenir dans peu de temps. Ensuite, vous avez 11 cartes boss qui ont tous le même dos. Donc, je vous en montre à l'écran. La trollette, le troll gladiateur, le dragon bleu, le démon, le dragon rouge, le dragon serpent. Alors, dépendant de la difficulté de la partie, on choisit 3, 4 ou 5 cartes. Ici, on va en choisir seulement 3 au hasard qu'on place sur l'emplacement des boss. Juste ici, on peut voir la difficulté 3, 4 ou 5. Finalement, les cartes noires sont des cartes avec des ennemis
Et on peut voir dans le coin supérieur gauche qu'ils ont une valeur de combat ainsi qu'une épée. Mais lorsqu'on va plus loin dans le paquet, certaines cartes ont 2 épées, comme vous pouvez voir ici. La particularité des ennemis est que lorsqu'on retourne les cartes, ces cartes nous permettent d'obtenir des objets qui vont pouvoir nous aider lors de notre défense de notre château. Donc pour l'installation, c'est très simple. On met les cartes d'une épée. On met les cartes qui ont une épée ainsi que les cartes de 2 épées juste ici dans l'emplacement ennemi. Et si on joue seul, on va mettre 8 cartes avec une épée et 7 cartes avec 2 épées. On va mettre une épée par-dessus les 2 épées. Donc au début de la partie, les monstres vont être plus faciles et plus la partie va avancer, plus les ennemis vont devenir difficiles. Si c'est une partie à 2, on va mettre 7 épées uniques et 6 épées doubles. Donc on place les cartes juste ici. Comme matériel, on a aussi des jetons bonus alliés d'une valeur d'1 ou 2 recto verso. Ces jetons peuvent être placés sur nos unités lorsqu'elles deviennent plus puissantes. Toutefois, ils disparaissent à la fin de la phase. Et on a aussi 3 jetons bonus ennemis, encore là de valeur 1 ou 2. Ces jetons vont être mis sur une des 3 cartes si elle survit lorsqu'elle attaque notre château. Si c'est une carte d'une valeur d'une épée, on va lui mettre un plus 1. Si c'est une carte de valeur 2 d'épée, on va lui mettre un plus 2. Et finalement, on a des jetons recto verso qui sont des étoiles ou des flammes qui nous permettent de faire une évolution lors de la campagne du jeu. Donc c'est ce qui résume le placement de départ du jeu Goblivion. Donc, comment jouer à Goblivion? C'est très simple. C'est avant tout un deck builder, donc on va piger des cartes. Mais les cartes ne seront pas dans nos mains comme un deck builder conventionnel, ils vont être dans notre espace de jeu. Et ensuite, toutes les cartes qu'on va avoir jouées lors de notre phase de jeu vont se retrouver à l'hôpital. Lorsqu'on va avoir vaincu tous les ennemis dans le paquet juste ici, c'est à ce moment que les boss vont faire leur arrivée de la partie. Et évidemment, pour gagner la partie, on doit défaire 3 boss, 4 boss ou 5 boss selon la difficulté choisie. L'ordre de tour est très simple et identifié clairement sur notre plateau de jeu. On va faire 3 choses à notre tour, soit la phase d'entraînement qu'on va utiliser ce magnifique jeton en bois. Ensuite, les ennemis vont avancer. On voit un gobelin avec une flèche rouge et sur le plateau, on voit aussi le gobelin avec la flèche rouge qui va emmener les ennemis vers des zones adjacentes pour terminer ici dans la zone du château. Ces 3 cases rouges signifient qu'on peut avoir jusqu'à 3 ennemis en train de combattre le château en même temps. Et finalement, la 3e phase est la phase de combat. Dans notre château, si je prends le temps de vous le montrer, on va avoir de magnifiques personnages comme le fermier, l'aventurier, le boulanger, le vieux, le duc, un scout, un chasseur, un bûcheron, un voleur. Donc tous ces paysans font partie de la défense de votre château et vous avez remarqué que dans le coin supérieur gauche était identifiée une valeur de défense. Toutefois, la première étape de jeu est d'améliorer nos personnages. Donc la phase d'entraînement nous permet de sélectionner le jeton d'entraînement et de le déposer sur une des cartes dans le but de recruter un nouveau personnage dans notre armée. Donc je vais être prudent et je vais sélectionner le soldat qui va être le personnage que je vais tenter d'entraîner. Chacune des cartes au marché a une iconographie dans le bas ici. C'est toujours la même chose. C'est un nombre de cartes à piger pour obtenir un seuil dans le but de réussir ou non la manœuvre. Lorsque vous avez l'icône rouge vers le bas, vous devez défausser une carte et l'envoyer directement à l'hôpital. On voit aussi l'icône d'avancer l'ennemi plus précisément et aussi de générer une vision qui nous permet de révéler une carte face cachée. J'y reviens dans peu de temps. Et finalement, le pouvoir Rest in Peace nous permet d'activer une carte lorsqu'elle est détruite. Pour ce qui est de mon soldat que je veux entraîner, je dois piger 3 cartes dans mon château et la cible à atteindre est de 2. Si je ne suis pas capable d'atteindre la cible, exemple parce que j'aurai un total de 1 sur mes 3 cartes, je dois payer la différence avec un jeton survie pour continuer l'entraînement ou tout simplement d'échouer l'entraînement. Donc ici, je vais choisir un bûcheron, un voleur ainsi qu'un bûcheron. Donc, le voleur a une valeur négative de 1, le bûcheron a une valeur de 1, donc on est à 0, plus l'autre bûcheron qui a une valeur de 1. Donc, je suis à 1, je ne suis pas capable. Mais je peux payer un jeton survie
à la banque pour pouvoir échanger un de ces personnages contre mon soldat. Notez que presque toutes les cartes au marché ont ce symbole, sauf la catapulte et le protecteur mécanique qui ne peut pas être échangé contre un personnage mais bien contre un objet. J'y reviens dans peu de temps. Notez qu'il n'est pas obligatoire de compléter l'entraînement, que ce soit parce que vous ne voulez pas payer de jetons survie ou parce que vous n'avez pas les icônes sur vos cartes révélées. Donc dans ce cas, évidemment, je vais retirer le voleur qui n'est pas un très bon personnage et le remplacer par le soldat. On retire du jeu le voleur. Notez que si certaines cartes révélées, comme le boulanger, auraient un symbole d'activation de carte, vous pourriez l'incliner pour obtenir son bonus et vous continuez quand même d'avoir la valeur d'entraînement. Toutefois, il est impossible d'échanger la carte entraînée avec une carte qui a été activée. Elle doit être dans cette position. Petit fait important, lorsqu'on fait la phase d'entraînement, il est impossible pour nous d'entraîner des cartes avec 2 épées. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas gagné un premier combat contre un ennemi, on peut seulement recruter des cartes qui ont une épée dans le marché. Donc, c'est aussi simple que ça pour la phase d'entraînement. On prend les cartes et on les dépose dans l'hôpital. Ensuite vient la phase, l'ennemi avance. Donc, c'est très simple. On va prendre la première carte du paquet ennemi et l'avancer d'une case en la laissant face cachée. Si vous remarquez, en haut de chacun des emplacements, il y a un œil qui, avec certaines cartes, nous permet de révéler une carte. Donc, une carte de notre choix dans un des 3 emplacements, on peut la révéler. Évidemment, vous l'aviez bien compris, lors des tours suivants, lorsque le prochain ennemi va rentrer sur l'emplacement 1, la carte déjà sur l'emplacement 1 va devenir à l'emplacement 2 et ainsi de suite, jusqu'à temps que les ennemis commencent à rentrer dans le château. Donc, on va mettre la partie en mode accéléré pour voir ce qui arrive lorsque les ennemis commencent à arriver dans la porte du château. Évidemment, la troisième option de l'ordre du tour est la phase de combat. Le combat a lieu lorsqu'un ennemi est présent dans le château, comme on peut voir ici par le symbole d'épée qui se trouve aussi ici. Pour les bienfaits de l'exemple, je vais continuer à jouer quelques tours pour attendre qu'un ennemi se présente aux portes de mon château. Donc, ayant obtenu mon premier soldat, je vais continuer en tentant d'obtenir un deuxième soldat. On voit sa valeur de combat qui est une astérix et si on a un soldat, ça vaut 2 points chaque. Si on a 2 soldats, chacun des soldats va valoir 3 points. Donc c'est bien d'avoir plusieurs soldats. Alors je recommence la manœuvre en tournant 3 cartes de mon château sur le plateau. On a le duc, on a un scout et on a un chasseur. Donc le chasseur, je peux l'activer pour obtenir un jeton survie. Le pouvoir du duc, lorsqu'il est décédé, nous donne 3 jetons survie. On ne prévoit pas le tuer pour les prochaines actions. Et le scout nous donne un choix par la diagonale ici. Soit on peut mettre un jeton plus 2 temporaires sur une carte pour la phase en cours, ou soit on peut révéler une carte. Donc ici, je vais prendre le temps de révéler la carte qui était dans le premier emplacement pour révéler un commandant gobelin qui a une force de 3. Si vous remarquez ici, il y a aussi le symbole qu'on va piger 2 cartes pour se battre contre le commandant gobelin. Et la dernière chose, juste en dessous, est son action de combat. Lorsqu'on révèle une carte, on n'active pas l'action de combat de l'unité. Donc, vu que j'ai activé mon scout, je vais taper la carte. Et si on regarde mon entraînement, j'avais besoin d'une valeur de 2. J'ai 1 sur le duc et 1 sur le chasseur. Je n'ai pas besoin de payer de jetons de survie supplémentaires. Mais je ne peux pas défausser un de ces personnages. Donc, je vais défausser le duc, qui va me permettre d'avoir 3 jetons de survie supplémentaires pour obtenir mon nouveau soldat. On retire de la partie le duc. On prend les cartes et on les met dans l'hôpital. Ensuite, la deuxième étape du deuxième tour est d'avancer les ennemis. Donc, le commandant gobelin vient ici et la nouvelle carte va se déplacer dans le premier emplacement. Donc maintenant, j'ai déjà obtenu 2 soldats, ça va quand même bien. Je vais tenter d'obtenir un archer. L'archer, à la différence du scout qu'on a joué, nous permet, lorsqu'on l'a en jeu, d'avoir un pouvoir de révéler ou de piger une carte supplémentaire et sa puissance est de 2. Donc en plus d'être sur le plateau et de valoir 2, on peut piger une autre carte, ce qui peut augmenter notre valeur. Donc pour l'obtenir, on doit piger 3 cartes comme le soldat et avoir une valeur de 2. 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc on a un fermier de 0, un autre fermier de 0 et le vieux de valeur de -1. Donc j'ai le choix ici. Soit je ne paye absolument rien,
je ne fais pas d'entraînement et je reprends mes cartes dans mon hôpital, ou soit je paye l'écart entre -1 et 2 pour échanger l'archer contre mon vieux, ce que je vais faire avec le 3 jetons, qu'on se rappelle que c'est mon duc qui avait donné. Donc je paye l'écart entre le -1 et le 2, j'obtiens l'archer qui remplace le vieillard du village. Je dépose mes cartes dans l'hôpital. Et ensuite, on fait avancer l'ennemi. Donc, le gobelin s'en vient ici, cette carte ici, et je reprends le jeton. Maintenant que j'ai dépensé 3 jetons survie, j'ai vraiment envie d'obtenir une carte bâtisseur. Je place mon jeton dessus. Donc ici, on pige 4 cartes de notre château et on doit obtenir une valeur de 2 pour être en mesure de le recruter. Mais le pouvoir du bâtisseur, lorsqu'il est en jeu, on peut incliner la carte pour obtenir 2 jetons survie, ce qui va être très pratique pour avoir une partie plus longue. Donc, je révèle mes 4 cartes et ce sont 4 fermiers. Je suis un homme qui aime le risque, donc je vais quand même payer 2 jetons de survie parce que ça prenait 2, donc j'incline tout simplement le jeton 3 pour obtenir 1 et je vais remplacer un de mes fermiers contre le bâtisseur et placer tout cela dans mon hôpital. Reprendre le jeton. On tombe maintenant à la phase l'ennemi avance. Donc le commandant rentre dans le château et les autres cartes sont poussées juste comme ça. Ce qui nous amène donc à la troisième phase, la phase de combat. Donc vous l'aurez sûrement déjà compris, pour gagner le combat, vous devez révéler des cartes et être égal ou supérieur à la valeur de combat de nos ennemis. Il serait possible qu'il y ait plusieurs ennemis dans notre château jusqu'à 3 comme inscrit ici sur le plateau. Les 4 phases de la phase de combat sont les suivantes. Révélez l'ennemi le plus à gauche de votre château, piochez les cartes nécessaires et activez l'action du personnage. Mais attention, si la carte a déjà été révélée, vous n'activez pas l'action du personnage. Donc ici, on ne va pas avancer les ennemis d'une case et donner un jeton +2 au commandant gobelin. La deuxième phase, évidemment, est de simplement répéter l'action 1 en continuant la chaîne. Donc ici, si la carte aurait été face cachée et révélée, on aurait amené cette carte face cachée. On l'aurait révélée, on aurait pigé des nouvelles cartes et on aurait appliqué et on aurait lancé son action. Donc maintenant que l'étape 1 et 2 est expliquée, je peux immédiatement tourner les 2 cartes de mon château sur le plateau de jeu pour révéler un aventurier de valeur 0 et un fermier de valeur 0. Donc ici, je vais activer l'action de mon aventurier qui est d'incliner la carte, de prendre une de mes cartes dans mon marché autre que l'aventurier et de l'envoyer à l'hôpital. Je vais donc envoyer le fermier à l'hôpital pour obtenir un jeton +2 que je peux mettre sur une de mes cartes, donc sur l'aventurier qui maintenant va avoir une force de 2. Donc ici, on peut voir le malheureux résultat que je n'ai pas assez de valeur pour tuer le commandant gobelin. Je suis à 2, il est à 3. Donc, on va payer la différence en jetons survie. Donc ici, je paierai un jeton survie à cause de l'écart de 1. Et le commandant gobelin va rester sur le plateau et obtenir un jeton +1. Donc maintenant, au prochain tour, au lieu de valoir 3, il va valoir 4. Parce qu'il avait une seule épée. Si c'est une carte qui serait à 2 épées, on lui mettrait un jeton +2 avec 2 épées. Mais attendez, on a un as dans notre manche. Donc, si vous permettez, je vais revenir en arrière et ramener mon aventurier avec le fermier. Lorsqu'on prend le temps de regarder le roi et la reine, on voit qu'il y a un pouvoir ici. Dans le cas de Yolo le tacticien, on peut choisir une carte du château, la poser en jeu et ensuite mélanger le château, puis révéler une carte. Lorsqu'on fait le pouvoir, c'est une seule fois dans la partie, on va prendre la carte et la mettre face cachée, on ne peut plus le faire. Mais notre roi ou reine nous permet d'avoir un garde du corps, ici le bourreau. Le bourreau nous permet d'échanger le garde du corps avec un des personnages en jeu. Le garde du corps n'est pas en réalité en jeu, il est sur notre plateau joueur. Donc ici, je pourrais prendre le bourreau, le mettre à la place de mon aventurier. Mon aventurier va devenir mon nouveau garde du corps. Et le pouvoir du bourreau est le même que l'aventurier, mais il n'a pas à défausser une carte. Donc on détruit une carte en jeu, puis gagne +2. Donc je détruis le fermier, je lui coupe la tête, et je peux rajouter une valeur de +2 à mon bourreau. Donc maintenant, mon bourreau a une valeur de 1 +2, donc de 3. J'ai donc réussi à tuer le commandant ennemi. Si vous avez réussi à tuer des cartes ennemies,
vous la tournez à 180 degrés, ce qui vous donne un item. Ici, le casse à cornes. Et je porte une attention sur le symbole item qui nous permet d'échanger la catapulte ou le protecteur mécanique contre des items lorsqu'elles sont en jeu pendant la phase d'entraînement. Donc, on défausse le jeton, on prend notre item ainsi que notre carte et on la met à l'hôpital. C'était donc la phase de combat. Donc, j'ai avancé un petit peu la partie. Note importante, lorsque vous faites la phase avancer l'ennemi, s'il y a déjà 3 cartes dans votre château, la carte sera tout simplement défaussée du jeu et les autres cartes vont avancer, laissant les 3 cartes qui étaient déjà au château présentes. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà acheté un autre soldat. Et lorsqu'il n'y avait plus de cartes dans mon château, donc tous mes cartes étaient à l'hôpital, j'ai repris mon paquet, je les ai rebrassés et je les ai placés sur le château, mais j'ai dû avancer l'ennemi d'une case, comme mentionné juste ici en dessous du château. Donc maintenant, on va tourner les cartes pour le gobelin archer, un fermier et, oh, mon casque à cornes. Les cartes de base avec un point gagnent des jetons plus 1. Donc ce fermier gagne un jeton plus 1. Ensuite, on a un gobelin assassin qui n'a pas de phase action. C'est très bon et qui nous permet de piger 2 cartes, soit un soldat et un autre fermier qui a un autre plus 1 grâce au casque à cornes. Et finalement, un autre gobelin assassin, pas de jeton action, qui nous permet d'obtenir un chasseur et un fermier. Donc le chasseur et le fermier ont aussi une valeur de plus 1 car ce sont tous des cartes de base. Et le chasseur, lorsque je l'incline, me permet d'obtenir un jeton survie. Maintenant, ce combat est un peu différent parce qu'il y a plusieurs ennemis en jeu. On va calculer l'ensemble des ennemis. Donc ici, 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. Je suis à 8 sur 9. Donc, ce n'est pas assez. Ce qu'on fait dans cette situation, on va tuer tous les ennemis qu'on est capable de tuer. Et la dernière unité qui va lui rester, on va lui laisser un jeton bonus, dépendant si c'est une carte à une épée ou 2 épées de valeur plus 1 ou plus 2. Donc, dans mon cas, je préfère garder le gobelin archer parce qu'il y a une valeur de 2 de base que les 2 gobelins assassins qui viendraient à monter une valeur de 4. Donc, je vais faire 6 de dégâts sur les gobelins assassins, qui vont me donner des lames toxiques que je vais pouvoir mettre dans mon hôpital. Elles me permettent de dépenser un jeton survie pour obtenir un jeton plus 3 sur une carte. Donc, je dépose les lames toxiques dans mon hôpital, je retire tous les jetons et je dépose toutes mes cartes dans mon hôpital. Comme mentionné précédemment, une carte ennemie peut seulement avoir un jeton, c'est pour ça qu'on en a 3. Donc, le gobelin archer continue d'avoir son jeton plus 1. La phase de combat de boss arrive lorsqu'on a tué tous les ennemis dans le château pendant la phase de combat ou lorsqu'on doit faire avancer l'ennemi et qu'il n'y a plus aucune carte à avancer. On va donc immédiatement tuer les ennemis et on passe à la phase de combat de boss. La phase de combat de boss, c'est très simple. Ici, on avait 3 cartes vu que c'était une partie facile. On révèle la carte, on applique son effet et si on n'est pas capable de tuer le monstre, on doit immédiatement payer les jetons de survie qui vont faire l'écart et ensuite recommencer le combat tant et aussi longtemps qu'on n'a pas tué les 3 monstres pour être le grand gagnant de la partie de Goblivion. Donc, je vais immédiatement tourner la carte de boss et la particularité des boss est que nos cartes qui nous permettaient d'obtenir des jetons de survie ne fonctionnent plus, comme marqué par le jeton ici, jeton survie avec un X, donc on n'a plus faire de jeton survie. C'est donc un troll géant qui va me nécessiter que je pige 5 cartes et a une valeur de 22 points de combat. Et si on jouerait en coopération, ce serait 18 points de combat et chaque joueur pigerait 4 cartes. Premièrement, je perds un jeton survie lorsque le troll géant arrive en jeu et je dois tourner 5 cartes. Donc 1, mon protecteur mécanique, Bro, une hachette, un chasseur et oh, un autre protecteur mécanique et je dois me rendre à 22. Premièrement, je peux activer mes 2 protecteurs mécaniques qui disent que pour chaque objet item à l'hôpital, il gagne une valeur de plus 1. Donc, j'ai 2 protecteurs mécaniques. Combien j'ai d'items? 1, 2, 3. Donc, on peut mettre des jetons 3 sur mes protecteurs mécaniques ici, qui valent maintenant 9. Donc, 9, 18.
Plus 3, 18, 19, 20, 21 et 22. J'ai même 23 avec mon chasseur. Mon chasseur que je ne suis pas capable d'appliquer car il pourrait s'incliner et donner un jeton de survie. Donc, dans ce cas, c'est réussi. Si toutefois j'aurais eu une valeur, exemple, de 20, j'aurais dû payer 2 jetons de survie et immédiatement recommencer le combat. Mais j'ai été chanceux. J'aimerais remercier mes protecteurs mécaniques. Donc, le premier boss est mort. On passe maintenant au deuxième boss qui est, le Goblinosaurus. Donc, le Goblinosaurus a 22 points et me permet de piger 7 cartes, mais il ignore tous les jetons bonus alliés. Donc, une chance qu'on a joué mes protecteurs au dernier tour pour avoir une valeur de 6 supplémentaires. Il n'aurait pas eu lieu sur le Goblinosaurus. Donc, je pige mes 7 cartes. Voyons voir qu'est-ce que j'ai. Un soldat, un archer, un livre de sorts, un super outil, un soldat, une catapulte. Voyons voir la valeur. Premièrement, chacun de mes soldats, vu que j'en ai 3, vaut 4. Donc 4, 8, 12. Il ne me manque que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, je suis chanceux. Je n'ai même pas besoin d'appliquer mes pouvoirs. Et comme vous pouvez voir, j'avais un chevalier de valeur 5 comme garde du corps. Donc, j'aurais pu échanger mon archer contre un chevalier. Mais j'ai assez de points de dégâts pour tuer le Goblinosaurus. Un autre monstre de battu. Et maintenant, le troisième et dernier monstre est les jumeaux. Donc, un gros monstre horrible avec un petit gobelin à 2 épées. Donc, une valeur de 24, je dois piger 8 cartes et prenons le temps de lire la carte. La force des cartes en double est réduite à la force d'une seule d'entre elles. Donc, lorsqu'on a 2 fois la même carte, c'est comme si on en avait juste une. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Est-ce que je vais réussir? Oh, il y a beaucoup de zéros ici. Ok, ça pourrait se faire. J'ai un chevalier qui est en stand-by. Je vais commencer par utiliser mon protecteur mécanique pour calculer combien d'items magiques j'ai ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est quand même 9 de valeur de plus. Mon protecteur mécanique vaut donc 15. 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, et voilà, c'est tout juste, on avait beaucoup de zéros, mais ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu échanger mon fermier et emmener mon chevalier qui avait une valeur de 5, donc rajouter 5, donc c'est très important d'avoir un garde du corps en stand-by, et voilà, le dernier boss est décédé, le château est en sécurité. Et c'était les règles ainsi qu'une partie de Goblivion. Si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce et à vous abonner sur la chaîne YouTube des Deux Pions. On fait une vidéo à chaque semaine. Donc sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!